La voix du consistoire. Événements, actualités, Torah, invités et jeunesse, Maurice Nidam sur RCN. Vendredi prochain, le 16 mai à 16h, sera fêtée la journée internationale du vivre ensemble en paix à la Villa Masséna en présence du maire de Nice. Notre ami le docteur Abdallah Kémis avec nous dans le grand studio RCN est l'élu référent de la ville de Nice pour cette manifestation. J'emploie le mot fêter car dans un monde qui subit tant de tensions, tant de catastrophes, il existe encore des moments où la fraternité autant que la culture de paix représente le phare qui éclaire dans la nuit. C'est la raison pour laquelle un prestigieux invité est avec nous et nous allons vous le présenter. Il est l'initiateur sur le plan mondial de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Le principe et la réalité de cette journée ont été adoptés pour rappel à l'ONU le 8 décembre 2017 par l'Assemblée générale. Et je précise que cette décision intervient à l'unanimité de 193 pays. Nord et Sud votèrent alors ensemble, ainsi que tous les pays du Moyen-Orient. Cela prouve qu'il existe des sujets sur lesquels les êtres humains peuvent s'entendre. Des sujets où peut-être un sujet et celui-ci a pour nom la culture de paix, qui est l'objet de l'engagement de notre cher invité, n'est-ce pas, mon cher président Maurice Nidam? Oui, mon cher Yossi, je suis très heureux que nous recevions le cher Khaled Bentounès et le docteur Abdallah Kémis qui interviendra tout au long de cet entretien. Nombre d'entre nous avons croisé, sans toujours le savoir, ce sage discret et solidaire, comme ce fut le cas lors de la première manifestation après le 7 octobre. Il avait tenu à être présent car il s'inscrit avant tout comme un acteur de paix. Il est un homme à la stature mondiale et dirige spirituellement la confrérie soufie Alaouia. À ce titre, je voudrais mentionner la mémoire de votre père, Hajj al-Mahdi Bentounès, à qui vous avez succédé. Il quitta ce monde voici précisément un demi-siècle, à quelques jours près. Il est d'usage dans cette émission d'honorer les parents, et je ne voulais pas manquer de rester dans cette tradition. Vous avez ainsi reçu en héritage génétique une ouverture d'esprit à la fraternité qui vous honore. Voici 4 décennies, vous avez rencontré le pape Jean-Paul II, puis fondé en 1990 les Scouts musulmans de France. Cette belle association fut très peu de temps après reconnue par les pouvoirs publics, puis intégrée à la Fédération du scoutisme français. Après nombre d'initiatives qui témoignent de votre recherche permanente de la paix, vous fondez EISA International, qui a désormais le statut d'une organisation non gouvernementale. Cette structure promeut le mieux vivre ensemble à partir de la spiritualité et de l'humanisme. Elle bénéficie d'un statut consultatif au sein de l'ONU. Avec constance, vous œuvrez à la reconnaissance de la dignité humaine et particulièrement pour le respect des femmes et l'importance du féminin pour l'humanité. En 2014, vous organisez un remarquable colloque à Oran à ce sujet et je précise que vous êtes né à Mostaganem. Vous êtes tout autant un acteur très engagé et permanent du dialogue religieux. Puis-je vous dire notre joie de vous accueillir et de vous demander tout d'abord comment se sont concrétisés le concept et le projet de la journée internationale du vivre ensemble et en paix. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie RCN de m'avoir invité à parler un petit peu de la célébration de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, la 8e édition à Nice. Cette initiative est née, vous l'avez évoqué, dans ce congrès international du féminin, Parole aux femmes, qui s'est tenu en septembre 2014 dans la ville d'Oran et qui a rassemblé plus de 3600 congressistes de divers pays. Bien sûr, il y avait plus de 85 représentants, à la fois des universitaires, mais aussi des théologiens.
et surtout des théologiennes, femmes, pour évoquer la situation de la femme et la différence entre ce qu'on appelle la femme et le féminin, le rôle du féminin dans la société. Le féminin, c'est comme toute femme, il porte la vie. La transmission se fait à partir de la mère. Nous savons tous que nous avons, à travers un signe, une marque indélébile dans notre corps, c'est notre nombril. Et ce nombril nous rattache à une personne, nous rattache à une origine, nous rattache au fait à l'humanité, à nos mères qui elles-mêmes rattachées à leur mère, etc. Et quand on fait ce parcours à l'inverse, dans le temps, pour remonter dans le passé, on voit que pour que nous soyons aujourd'hui présents, il a fallu des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions, nous n'en savons rien, qui viennent de très 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 loin, à travers ce féminin qui génère, qui protège, qui, à la fin, permet à la vie de naître et de se transmettre de génération en génération. Et c'est là qu'a été décidé de demander aux Nations Unies d'inscrire une journée internationale du vivre ensemble en paix dans le calendrier des manifestations onusiennes, c'est-à-dire de tous les pays. Que cette journée soit un moyen de voir et de réfléchir à construire une dynamique qui permet de construire ce vivre ensemble. Et de 2014 jusqu'à 2017, ça a été un combat de tous les jours, de tous les instants, qui nous a amenés à moi-même et d'autres, bien sûr, puisque ça a été une décision qui a été prise dans les recommandations de ce congrès international du féminin et qui a été votée à l'unanimité des participants. Donc, 3 années et demie de travail de porte à porte pour essayer de toucher à la fois les représentants des pays, mais aussi des personnalités, des ministres, le personnel, le secrétaire général des Nations Unies, le président des Nations Unies. Et c'est à partir de la rencontre avec le président des Nations Unies, parce qu'il y a un président qui est élu tous les ans, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est là que le mouvement est parti en 2017, et en décembre, le 8 exactement à midi, avec l'assentiment de tous les pays qui étaient réunis, sans exception, ceux qui étaient en conflit comme ceux qui ne l'étaient pas, et tout le monde a vu dans ce projet un signe, parce que nous étions au bord, je ne sais pas si on se rappelle de ce moment-là, en décembre 2017, il y avait entre les États-Unis et la Corée du Nord, on était arrivé à presque une déclaration de guerre entre les deux, et il y avait une tension. Et cette journée a été comme une étincelle, quelque chose d'espoir que l'humanité était encore capable, ou l'humanité, ou ceux qui la représentent à travers les pays, était capable quand même d'initier autre chose qui permettait d'estomper ou d'atténuer cette tension qui existait à ce moment-là aux Nations Unies. Donc, j'ai vécu personnellement, parce que j'étais présent, avec, il faut le souligner, la délégation algérienne, parce que c'était l'Algérie. En tant qu'ONG, on ne peut pas, en tant qu'ONG, on propose, mais on ne peut pas mener les négociations avec l'instance des Nations Unies. Il faut que ça soit porté par un pays. Avec la délégation algérienne qui était présente, le représentant de l'Algérie et toute la délégation,
nous avons vécu un moment assez extraordinaire parce que on a ressenti à un moment que les différences entre les pays, un instant très particulier. Et on l'a ressenti parce que toute l'Assemblée s'est levée pour acclamer, ce qu'il est rare aux Nations Unies, d'avoir une résolution qui soit adoptée à l'unanimité de tous les pays. Parce qu'il y a deux façons de voter. Il y a une à la majorité. Si vous avez 51 voix, 51 pays en quelque sorte, votre résolution passe. Mais il y a une deuxième, c'est la résolution à l'unanimité. Mais s'il y a un pays qui dit non, la résolution tombe. Elle ne passe pas. Et le président m'avait averti. Quel choix vous prenez? Je lui ai dit l'unanimité. Ou bien tout le monde, ou bien rien. Il m'a dit, mais c'est la roulette russe. Vous jouez un jeu c'est très risqué. S'il y a un seul pays, aussi petit qu'il soit, la résolution va tomber. Eh ben, on a joué le tout pour le tout. Et ça prouve que si on croit véritablement dans la paix, dans le vivre ensemble, mais pas seulement en le regardant comme l'absence de conflit ou de guerre, mais comme une énergie qui nous porte, une énergie qui féconde, une énergie qui transforme, comme un champ au niveau de notre conscience qu'on cultive. Et c'est là où on a pensé qu'une journée ne suffit pas, c'était juste un moyen, mais qu'il fallait l'accompagner avec quelque chose de beaucoup plus, je dirais, porteuse de cette graine, et c'était l'éducation. Et c'est pour ça, de célébration en célébration, et la dernière c'était à Genève, l'année dernière en 2024, le 16 mai 2024, est née la déclaration de Genève. Cette déclaration qui dit inscrire la paix au cœur de l'éducation des apprentissages. Tant qu'on n'aura pas investi, parce que les guerres, il y a un investissement. Un investissement humain, un investissement matériel, financier, c'est des milliards. Les guerres et les conflits coûtent aujourd'hui à l'humanité, d'après les Nations Unies, plus de 13% de l'économie mondiale. C'est énorme. Mais la paix, il n'y a pas de ministère de la paix. Il y a peu, pour ne pas dire presque pas, des universités où on enseigne l'art de la paix, la diplomatie de la paix, l'économie de la paix, la sociologie de la paix. Alors que la paix, elle est nécessaire. Il y a la paix politique, il y a la paix sociale, il y a la paix économique, et il y a la paix intérieure. Et c'est sur ça qu'on a construit cette éducation à la culture de paix qu'on souhaiterait que les pays, c'est une proposition, donc elle est née à Genève, aux Nations Unies, et c'est une déclaration que nous souhaitons que beaucoup de gens la signent pour que les pays puissent, plus on aura de signatures, plus on pourra la proposer aux Nations Unies pour que dans les programmes scolaires, on puisse mettre et insérer cette éducation à la culture de paix. Pour la résumer, c'est comment apprendre à nos enfants de sortir de la culture du jeu vers la culture du nous. La culture du jeu, c'est la culture qui enferme, cette culture individualiste, égoïste. C'est toujours le moi-je, vers une culture du nous, qui rassemble, qui est dans la synergie, dans la coopération, dans l'échange, et cet échange pacifique. Débattre au lieu de se battre. Donc ça, c'est des éléments qui aujourd'hui paraissent lointains. Et
si on veut la paix, il faut s'investir, et s'investir dans l'éducation. Donner une chance aux générations à venir. Nous sommes plus de 8 milliards 200 millions sur Terre. Et comment? Quel est l'avenir? Devant des défis climatiques, les pollutions, les maladies, etc., l'agriculture. Il y a tout à repenser. Il y a des nouveaux métiers à créer. Mais il y a une nouvelle conscience, donc, qui doit surgir. Une conscience basée sur un idéal qui rassemble, sur des valeurs humaines, sur tout ce qui est humain. Alors qu'aujourd'hui, on est devant une impasse. Les conflits ne cessent de se grandir dans les continents, dans les pays, et même à l'intérieur des pays, au niveau politique, au niveau... Donc, le monde se divise, le monde s'atomise, et c'est le chacun pour soi. Et devant des défis qui sont, eux, d'une échelle invraisemblable, parce qu'aucun pays ne peut faire face. Donc, il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience, la première pierre à poser, c'est l'éducation. Je crois que nous tenons le prochain récipiendaire du prix Nobel de la paix. Il le faut. Cher Bentounès, vous parcourez en tous sens un monde en proie à la cruauté, à l'inhumanité et à l'écrasement du nombre de faibles. Comment les gouvernements, les États, les responsables des institutions mondiales ou locales reçoivent-ils ce message? Est-il l'une des appréciables déclarations d'intention supplémentaires qui, depuis le texte écrit par René Cassin en 1948, tente d'arrimer la dignité aux civilisations? Ou sentez-vous que le cercle de celles et ceux qui vous soutiennent, surtout parmi les jeunes, s'agrandit de jour en jour? Un espoir se lève-t-il? Oui, bien sûr, l'espoir. Je suis pas un pessimiste de nature. Je suis un réaliste, pour ne pas dire optimiste, gaga, quoi. Je suis réaliste. Et la dernière rencontre, elle date du 25 au 27 avril. C'était le sommet, je l'ai ici, du deuxième congrès international des jeunes leaders et ambassadeurs de la paix. C'était à Porto. Il y avait plus de 65 pays. Des jeunes leaders, des futurs leaders, ambassadeurs de la paix. Et c'était que des jeunes. De plus de 65 pays qui étaient présents. Donc, il y a un espoir. Il y a ça, et la manifestation aujourd'hui du 16 mai, elle est dans les écoles, elle est dans des lycées, elle est dans plusieurs pays, elle a aujourd'hui, et notamment dans les pays pauvres, le 31 mai, on va signer la charte de l'éducation à la culture de paix avec le mouvement scout mondial, c'est-à-dire 56 millions de jeunes dans le monde. Ça sera le 31 mai. Donc pour rester toujours dans le mois de mai, qui est le mois de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc il y a, mais je veux dire au niveau politique, nous en sommes loin. Il n'y a pas cette prise de conscience. Aujourd'hui, on n'a pas des politiques qui regardent à long terme. Tout le monde voit les échéances. Tout le monde est devant. Il y a un investissement, et ça, c'est un investissement à long terme. L'éducation, aller vers les enfants de 4, 5 ans et commencer dans les maternelles à travailler avec eux sur la notion du vivre ensemble. Et là, il y a des outils. Les outils, c'est le cercle, c'est la médiation. Aujourd'hui, la médiation, quelle est sa place? Là, le 25 mai, on a une rencontre pas loin de Nice, justement, avec les médiateurs de tout le sud de la France. Il y en aura peut-être
une soixantaine de personnes qui seront présentes, des médiateurs, des anciens présidents de la Cour, des anciens juges, des anciens, des gens qui avaient aussi des sociétés, des anciens PDG, qui aujourd'hui sont devenus des médiateurs et investissent dans la médiation. Parce que la médiation, apprise à l'école, chez les enfants, c'est quelque chose de très important. Ils sont les médiateurs dans leur classe, dans leur cours d'école, quand on voit tous les problèmes qu'il y a dans les écoles aujourd'hui. Donc, il y a véritablement cet investissement doit être là. Sa place la plus importante, c'est à l'école. Comment, dans nos écoles, nos enfants peuvent prendre conscience que construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Alors que tout les amène à se renvoyer les uns les autres que des images négatives. Le noir, le blanc, la haine. On parle que du racisme du matin au soir. Dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est devenu aujourd'hui un cancer qui nous ronge de l'intérieur, qui ronge la société de l'intérieur, parce qu'elle n'investit pas dans quoi? Eh bien, dans cette paix avec soi. D'abord, on ne peut pas parler de la paix si on n'est pas en paix avec soi-même, avec sa famille, avec ses enfants. Et puis, la paix avec l'autre, le tout autre, celui qui est lointain comme celui qui est proche. Et de là, donc, ce savoir-être nous amène à un savoir-dire. Apprendre à nos langues à distinguer, à ne pas blesser les mots qui blessent, les mots qui... Donc, à savoir dire, un dire qui est constructif, qui est critique, certes, mais il prêche vers le bien commun, vers cette société du nous. Et le troisième, c'est le savoir-faire. Donc le savoir-être, le savoir-dire et le savoir-faire. Parce qu'on ne peut pas construire tout seul. On a besoin de l'autre, quel qu'il soit, pour construire notre avenir, pour construire ce monde, pour le réparer. Et les conflits sont constants. L'homme, les conflits, quelque part aussi, le font mûrir. Sans épreuve, on n'avance pas. Mais qu'ils ne soient pas des conflits destructeurs, ou des villes, des enfants, des vieillards, sans distinction. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre sainte. La guerre, c'est la guerre. C'est une fatalité. C'est un échec. C'est un échec chez les hommes. Quand on fait la guerre, c'est qu'il y a un échec. C'est qu'on n'a pas pu régler, on n'a pas prévu. Parce qu'il y a cette médiation préventive qui vient et qui dit attention, nous allons vers la catastrophe. Aujourd'hui, on va dans la catastrophe pratiquement les yeux fermés. Et on a aujourd'hui besoin, donc si on n'a pas prévu, mais au moins cette médiation réparatrice. Il faut réparer. Il faut ouvrir les yeux et dire mais stop. On ne peut pas continuer comme ça. Malgré chacun doit, oui, se résoudre avec lui-même d'abord et dire quel choix j'ai. Nous sommes devant un choix. Quel choix nous choisissons? La fatalité, et qui nous emmène. Chaque jour, on découvre qu'il y a encore un nouveau conflit dans un nouveau continent. Et des conflits qui sont quand même d'une gravité dont personne ne peut peser les conséquences. Donc, il y a ce besoin de revenir à une sorte de sagesse, pour ne pas dire, parce que la sagesse, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins à la raison. À raisonner, de dire, mais la prospérité, la paix, c'est la prospérité. La paix, c'est pouvoir voyager, c'est de pouvoir ne pas craindre. Aujourd'hui, on vit avec, on ne sait pas, il y a des voitures qui écrasent les gens en plein rue, il y a
il y a des fous des détraqués qui tuent n'importe qui, n'importe quoi dans la rue, et il y a surtout des responsables politiques qui ne sont pas conscients que leurs actions, ce qu'ils font, ils hypothèquent l'avenir. Le président Maurice Nidam et moi tenons à remercier nos invités, les organisateurs de cette belle journée internationale du Vivre Ensemble. Je rappelle donc qu'elle se tiendra vendredi prochain, 16 mai, à partir de 16h à la Villa Masséna. Merci au cher Bentounès d'être venu dans le grand studio RCN, au docteur Abdallah Kemis de nous avoir présenté ce beau et prochain moment que votre radio couvrira bien évidemment